Alors dans les commentaires, on m'avait demandé d'où provenaient les tableaux qui sont là, et j'avais promis d'y répondre aujourd'hui, mais il y a eu une petite breaking news et je vais être obligé de donner cette réponse pour vendredi prochain, promis. D'abord un grand merci pour l'accueil sur les 2 vidéos de la semaine dernière, le manga vorace et l'achat manga, vous les avez mais fortement accueillis, ça m'a vraiment fait très plaisir. Et pour couronner le tout, le samedi, j'ai reçu ceci. Alors il y a quelques temps, j'avais pris contact avec Akata et de façon très agréable, il m'avait répondu et on s'était mis d'accord pour l'envoi et la découverte d'un tome 1 de temps en temps et voici le premier d'entre eux. Donc c'est un manga bien évidemment et on va l'ouvrir ensemble. Voilà un petit peu l'introduction de la vidéo du jour. Hop, hop, on y va. Ah ouais, ça me rend un peu tremblant. Il s'agit de Boys Run The Riot. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui bien évidemment, vous le comprenez puisque je viens de l'ouvrir devant vous donc je ne l'ai pas lu, mais mardi prochain, sans faute. Ceci dit, du Akata et du Conte Graveleux, il y en a dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous repérer grâce au chapitrage présent dans la description. Au passage, laissez le petit pouce, laissez les petits commentaires, activez la cloche, l'abonnement, partagez, likez, comme d'hab hein. Yo, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous êtes confortablement installés, bon appétit bien évidemment puisque c'est mardi midi et on attaque avec les 7 lectures de la semaine, 7 mangas différents et en fait j'ai pas de coup de cœur parce que j'avais trop de coups de cœur. Cette semaine j'avais trop de bonnes lectures sincèrement et j'ai fini par me décider de ne pas mettre de coup de cœur. Vous allez comprendre pourquoi, j'ai vraiment passé une super semaine de lecture et on démarre avec le classique des classiques, le shonen, peut-être même le shonen qui surpasse, en tout cas en chiffres, en nombre de ventes, en nombre de tomes aussi Dragon Ball, le mythique Dragon Ball, même si pour moi Dragon Ball c'est Dragon Ball, mais vous m'avez compris, One Piece, le tome 81, j'attendais la sortie du tome 100 pour me remettre à jour dans ma lecture et j'ai environ 20 tomes de retard. Alors je vais pas vous raconter ce qui se passe dans One Piece, vous le savez, hein, One Piece c'est un manga qui est annexe, c'est un manga FedEx, on va sur une île, on fait un truc, on repart, bref... Non, je déconne. Non, c'est pas ça One Piece, évidemment. C'est du gros shonen, bien sûr, et j'avais juste envie de lire plusieurs tomes à suivre, donc pour l'instant, j'ai redémarré ma lecture avec le tome 80, et je vous avoue que j'ai savouré redécouvrir ces personnages, ce Luffy loufoque, franchement, il est complètement pété. Je vais passer rapidement, mais qu'est-ce qu'il y en a à lire dans One Piece? Il y a des bulles de partout, il y a des détails de partout. Je reprocherais sa répétitivité dans le rythme, mais par contre, c'est tellement rythmé. Bah, qu'on prend plaisir à lire, qu'on prend plaisir à tourner les pages, c'est plutôt pas mal dessiné, il faut le dire, c'est assez riche, et je dis assez riche parce qu'il y a beaucoup de personnages tout le temps et peu de décors. J'aurais préféré un peu plus de décors globalement dans son œuvre, mais ça demanderait un travail supplémentaire, je pense que c'est pas possible. J'ai vraiment pris un grand plaisir à redécouvrir cette série, donc vous le voyez, vous, si vous connaissez, ça c'est le tome 80. On est juste après l'arc de Dressrosa. Après, moi, je ne sais absolument rien. C'est pas la peine de commencer à me parler de One Piece dans les commentaires, parce que je vais vous saquer direct. Je ne connais absolument rien, j'ai pas regardé les animés, je n'ai lu aucune info sur One Piece, aucun titre des chapitres. Dès qu'il y a une info One Piece, je la frise direct. Donc, affaire à suivre, mais c'était excellent. Hop, on enchaîne maintenant avec une œuvre éditée chez Meian, Escale à Yokohama par Ashinano Hitoshi. C'est les tomes 5, 6, 7 et 8 que j'ai lus sur 14 tomes. C'est un manga de 1994 et ça se ressent volontiers dans les traits, il faut bien l'admettre, mais c'est très agréable. Dans Escale à Yokohama, plus rien ne semble avoir d'importance. Le temps s'écoule doucement, inexorablement, et Alpha, notre personnage principal, tient un café tout au bout du monde, dans une presqu'île japonaise proche de Yokohama. Elle regarde le soleil se lever, elle regarde le soleil se coucher, et ça de façon à répéter en profitant des rares clients humains qui peuvent venir. Humain, oui, je précise, car Alpha est un robot et elle attend le retour de son maître dans un monde post-apocalyptique. Ça a toute son importance, oui, car la civilisation humaine semble être en déclin dans Escale à Yokohama et le petit lieu que l'on découvre, que l'auteur nous fait découvrir à petite dose, semble se répéter et s'étendre à l'infini. Nous sommes a priori arrivés vraiment à la fin du monde. Il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est être résigné et prendre son temps. C'est le cas, c'est vraiment le cas. Une œuvre qui semble être une parenthèse dans laquelle on se complaît à savourer, à contempler finalement le paysage, les paysages peut-être pour la dernière fois. J'ai lu 4 tomes pour une lecture simple, légère, fraîche,
rapide parce que les tomes se lisent environ entre 15 et 20 minutes. Il n'y a pas beaucoup de texte, pas mal de choses à regarder, donc c'est rapide, mais c'est très intelligent. L'œuvre apporte en plus un petit lot de mystère, un petit côté science-fiction, Alpha est un robot, un petit côté fantastique également, qui donne du contenu à l'ensemble, avec pas mal d'énigmes auxquelles on n'est pas forcément sûr d'avoir des réponses, mais c'est pas si grave finalement, c'est pas tout à fait ça qu'on est en train de lire, et c'est pas forcément des réponses qu'on a envie d'avoir. On a juste envie de partager ce petit moment avec Alpha et les autres protagonistes de l'œuvre. Une réussite. Escala Yokohama. Allez, je sais que vous êtes nombreux à attendre mon avis sur une œuvre absolument géniale, absolument incroyable. Je vous le dis tout de suite, j'ai passé un super moment avec quoi? Vous le savez, allez, Les Contes Graveleux de mon papy. C'est un gros manga au niveau de l'édition, vous avez vu, donc on est sur un format plutôt seinen. Je m'attendais pas à ça, on est sur un format cartonné comme ça, pliage. Bien épais. Je vais vous faire une petite confidence, j'en ai gardé, vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas tout à fait tout lu, j'en ai gardé un petit peu pour plus tard, je vais tout vous expliquer tout de suite. Alors, Les Contes Graveleux de mon grand-père, c'est le tout premier manga de Kazuhiro Urata, si je dis pas de bêtises, voilà, sorti en France donc chez Akata en 2018. Alors tout de suite à la lecture, je me suis dit que ce manga n'était pas un one-shot, je suis allé regarder et effectivement au Japon, il y a 3 tomes. Et pourquoi je dis ça? Vous allez comprendre, je vous l'ai dit, vous allez comprendre, on prend son temps un petit peu quand même. Doibu Saito est un petit garçon. Et comme tous les petits garçons, il est l'heure d'aller se coucher. Bien sûr, comme tous les petits garçons, il n'arrive pas à dormir. Et bien sûr, quand on n'arrive pas à dormir, qu'est-ce qui se passe? On se fait raconter une petite histoire. Et là, en l'occurrence, c'est son papy qui va lui raconter des histoires. Sauf que son papy, il est un petit peu pervers. Et donc, systématiquement, il transforme les contes à sa sauce et les raconte aux petits garçons comme ça vient, il s'en fiche, et donc ça forcément ça génère un contexte un petit peu what the fuck. Qu'est-ce que des histoires perverses d'un papy viennent faire dans les oreilles d'un petit garçon à l'heure du coucher? Alors le principe de ce manga, il est simple et il est répétitif. C'est un véritable gag manga. Le papy, le temps d'une histoire d'environ 10-15 pages, va vous présenter sa version revisitée d'un conte connu. Alors des fois ce sont des contes japonais, à la culture très japonaise, ou des fois ce sont des contes évidemment que tout le monde connaît. Il nous présente donc sa revisite grotesque, légère, burlesque, loufoque, mais toujours drôle de ces histoires après avoir déboulonné de façon imprévisible dans la chambre du petit garçon. Toutes les histoires démarrent de la même façon. Et dès la deuxième page, dès que l'histoire commence à prendre forme, systématiquement dans l'histoire du récit, il y a un événement complètement what the fuck, complètement inattendu qui déboule et l'histoire évidemment devient dès lors complètement mais pétée. On a les commentaires du papy, l'histoire racontée, les commentaires du petit garçon, c'est très vivant comme manga et le temps de 10-15 pages, on n'a pas le temps de s'ennuyer parce que ça va très vite à la lecture. On se fait piéger en tant que lecteur puisqu'on se demande bien comment le papy va encore raconter son histoire qui n'a ni queue ni tête et quelle va être la conclusion, parce que l'auteur est suffisamment intelligent dans sa construction narrative pour proposer toujours le même schéma, mais le rendre original systématiquement, tout en y apportant une petite fin, voire une petite morale, en tout cas une conclusion. Morale, le mot est peut-être fort. Moi j'ai trouvé que tout le génie de l'auteur justement se résumait dans sa capacité à nous faire tourner les pages, car si effectivement le schéma est toujours répétitif, on a envie de savoir. Et c'est ça la grande réussite de ce manga. Dès le prologue, vous savez comment ça va se passer. Alors si vous avez envie d'en faire l'acquisition, si vous l'avez entre les mains, si vous l'avez en médiathèque, lisez le prologue avant de l'acquérir, financièrement j'entends. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous n'adhérez pas à la première histoire, vous n'allez adhérer à aucune d'entre elles. Mais si vous accrochez cette première histoire de 4-5 pages, alors vous pouvez foncer, puisque de toute façon, c'est un copier-coller dans la forme. Pas dans le fond, mais dans la forme, avec quand même les originalités qui sont apportées systématiquement, avec tout ce qui peut être utilisé dans l'humour, le comique de situation, le burlesque, le grotesque, le what the fuck, le farfelu, et la caricature, les clins d'œil à d'autres mangas. Je vous spoil pas, hein. Mais j'ai envoyé à Mangadoc une image d'une référence à un manga, c'était juste pas possible quoi. Bref, je me suis régalé avec tous les contes que j'ai pu lire, même si certains me parlent pas trop parce que je les connais juste pas, n'empêche que c'était très amusant à lire, je trouve que c'est une grande réussite, vraiment les contes graveleux de mon papy. Ah, je vous le conseille, je peux pas ne pas vous le conseiller.
Voilà. On continue, on passe maintenant chez Kiyun avec les carnets de l'apothicaire, tome 2. J'avais découvert le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça, vous le savez si vous suivez mes petites péripéties de lecture comme ça sur la chaîne. À 17 ans, difficile pour Mao Mao, notre personnage principal, notre héroïne, de mener une existence souhaitée. Alors dès son plus jeune âge, elle a été formée au métier d'apothicaire par un apothicaire, donc elle a pas mal de connaissances dans le domaine, mais par la force des choses, elle va se retrouver enlevée et vendue comme esclave dans le quartier des femmes du palais impérial, où elle va devenir servante comme ça, mais elle ne gagnera pas son argent puisqu'elle est de fait un petit peu esclave. Au milieu des complots, au milieu des intrigues comme ça, politico-sociales, des jeux de pouvoir, des coups fourrés, Mao Mao va essayer de garder sa place en faisant profil bas, en essayant de ne pas montrer toutes les compétences qu'elle possède. Seulement voilà, un événement imprévu va faire qu'elle va intervenir et elle va se faire démasquer par un des hauts fonctionnaires qui la placera alors goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Et donc la voilà plongée dans le grand bain au milieu des intrigues et des serpents vraiment venimeux. C'est tout et c'est génial. C'est mais savoureux à lire, d'une fraîcheur exquise à lire, d'une intelligence, une fois de plus, avec ces œuvres-là, les carnets de l'apothicaire, Aria the Masterpiece, Magus of the Library, Bride Story. Mais c'est absolument génial à lire, ça se lit mais d'une traite. Je n'avais qu'une envie, c'est de lire le tome 3. Je ne l'ai pas fait pour savourer, parce qu'après le tome 3, j'ai pas le tome 4, donc j'ai pas eu envie de lire le tome 3 tout de suite, mais ça va pas traîner, honnêtement, ça va pas traîner. Les traits sont sublimes, c'est fin, c'est maîtrisé, c'est détaillé, c'est vraiment exquis à lire. Un autre manga qui pouvait être coup de cœur, c'est pour ça que je vous dis que la semaine était vraiment incroyable, vraiment géniale, vraiment savoureuse au niveau des lectures. Les carnets de l'apothicaire tome 2, c'est chez Kiyun. Vivement la suite. Et on enchaîne avec une nouveauté, tome 1, Insomniac. Après avoir lu plusieurs avis vraiment positifs autour de l'œuvre, je me suis laissé tenter par Insomniac, tome 1, c'est chez Soleil Manga, il y en a plusieurs. C'est Ojiro Makoto qui nous a fait également La fille du temple au chat. Au niveau de l'histoire, Genta est insomniaque et à l'école, il est fatigué, exténué, désagréable, voire asocial. C'est un véritable handicap dans les attitudes, les comportements, les interactions qu'il peut avoir avec les adultes ou les élèves, les camarades de sa classe. C'est compliqué, il est fatigué et il cherche un coin pour dormir. Et alors qu'il arrive dans la salle d'astronomie, abandonné depuis longtemps, oui, c'est un établissement qui a une salle d'astronomie. La classe quand même. En tout cas, c'était délaissé, ce n'est plus utilisé parce qu'il n'y a plus de club d'astronomie. Il s'endort et tombe sur Isaki qui dort aussi à cet endroit-là. Évidemment, comme par hasard, coïncidence incroyable, mais sinon il n'y aurait pas d'histoire, a le même problème que lui et ils se retrouvent tous les deux à partager ce problème, à s'accepter et finalement à occuper le lieu tous les deux, à l'aménager pour pouvoir dormir tranquillement, d'autant plus qu'ils se rendent compte assez rapidement que le contact de l'un permet à l'autre de s'apaiser et enfin de s'endormir et de trouver le repos. C'est une œuvre absolument douce, délicieuse, sans violence, posée, calme, savoureuse à souhait. Là aussi, j'ai passé une excellente lecture avec Insomniac. Je ne m'attendais pas à lire un manga aussi agréable. En fait, on savoure les péripéties de nos deux jeunes héros, nos deux jeunes personnages principaux pour qui la vie n'est vraiment pas simple. Vous imaginez quand vous n'arrivez pas à dormir, les journées que vous pouvez passer socialement, alors que la seule chose que vous avez envie, c'est de vous mettre dans un coin et pioncer. Voilà. On déguste comme une friandise en fait l'évolution des rapports entre ces deux personnages qui inexorablement vont avoir des sentiments l'un pour l'autre. C'est obligé. C'est juste très très bon à lire. Insomniac, là aussi c'était une sorte de coup de cœur de la semaine. Je vous le recommande, c'était très très bon. On enchaîne maintenant avec Go Go Monster de Taiyu Matsumoto et son édition assez incroyable et son étui. On ne sait plus trop comment faire sortir le manga. On a l'impression qu'on est au début, on est à la fin. On a l'impression qu'on est à la fin, on est au début. Taiyu Matsumoto a l'art et la manière d'utiliser toutes les surfaces de ses œuvres puisque ça, c'est le début. Quand je vous dis que c'est le début, c'est vraiment le début. Vous êtes en train de lire sur la cover, vous tournez et vous rentrez directement dans l'histoire. À quel point que je me disais, mais c'est pas possible, ils ont oublié un morceau. On lit, on passe et enfin, on arrive après 2-3 pages noires au titre. Et là, ah, si, finalement, on y est. Donc le prologue commence directement sur la cover, cartonné, épais, environ 400 pages. Yuki est un petit garçon qui va à l'école, mais il n'a pas d'amis, car Yuki est un petit peu étrange, car oui, il prétend voir des monstres, évidemment, que personne d'autre ne voit.
Mais un jour, Makoto va décider de s'asseoir à côté de lui et bien sûr, une grande amitié va se lier entre les deux, amitié que l'on retrouve globalement dans toutes les œuvres de Taiyo Matsumoto. Je pense que vous savez de quoi je parle. La question qui va se poser alors, cette amitié va-t-elle résister au monde des esprits que cultive Yuki? On devine très vite et de façon évidente l'une des thématiques préférées de Taiyo Matsumoto, à savoir grandir. Et là, en l'occurrence, passer de l'imaginaire de l'enfance à celui du monde social de l'adolescence, du concret. Dans Go Go Monster, tout est suggéré et nous, lecteurs, sommes à peine autorisés à rentrer dans le monde imaginaire de Yuki. Tout juste, nous pouvons le découvrir, tout juste, nous sommes autorisés vraiment à l'apercevoir pour finalement mieux le comprendre, mieux le saisir, et on cerne alors toute la malice de Taiyo Matsumoto à utiliser bon nombre d'éléments métaphoriques pour pouvoir construire sa narration. Tout simplement. Par exemple, il va faire grandir ses personnages en leur donnant accès dans l'établissement au fur et à mesure de l'œuvre à des étages qui étaient jusque-là interdits, le fameux 4e étage de l'établissement et même le 5e étage qui n'existe pas. Bien sûr, le trait de Taiyo Matsumoto et son style si caractéristique va renforcer l'ambiance et la thématique du récit, une œuvre onirique parfaitement maîtrisée, à la thématique intelligente et bien construite au niveau de la narration. C'était palpitant et rapide à lire, c'était très bon. On enchaîne et on termine avec le tome 7 chez Mangetsu, Dao Ashi. Le tome 6 se terminait avec l'écroulement total du monde d'Ashito. Voilà, tout ce qui se passe à la fin du tome 6 est incroyable et je n'avais qu'une hâte, c'était de lire et de découvrir la réaction qu'il allait avoir par rapport à ce qu'on apprenait dans le tome 6. Il y a du rythme, on parle de foot avec intelligence, on parle du foot avec tactique, il n'y a pas de coups rocambolesques, d'effets spéciaux, de pouvoirs, de tirs incroyables à la Captain Tsubasa, manga que je n'apprécie vraiment pas. Là, on est dans du concret, on transpire la sueur, on transpire la réflexion, l'apprentissage au fur et à mesure. Chaque nouvelle thématique dans chaque tome est apportée de façon stratégique ou physique ou nutritive. Tous les aspects sont abordés simplement et avec intelligence. Le trait, moi je l'adore, je l'affectionne particulièrement parce qu'on a comme ça des coups de crayonnés qui sont vifs, qui sont instantanés de la part de l'auteur, en tout cas c'est ce que je ressens, et donc on sent l'énergie, la volonté de l'auteur de se donner dans son dessin. Ça c'est ce que j'apprécie, mais vraiment le plus chez les auteurs. Là ça marche très bien, honnêtement. Awashi, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien comme manga de sport. Là, je le recommande, si vous aimez les mangas de sport, celui-là, il est vraiment fait pour vous dans les nouveaux shonen comme ça de sport de 2021 et 2022, sûrement 2023. Voilà, celui-là, il ne faut pas passer à côté, on se régale. Voilà, c'est déjà la fin de ce Mangavora, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi, ça me fait toujours plaisir de tourner et de vous proposer mes lectures et mes avis. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. À venir très bientôt, j'achète vos Mangatech épisode 2, si vous ne savez pas de quoi je parle. Tac, ça se passe par là pour l'épisode 1. Je vous souhaite une excellente semaine, lisez plein de mangas et moi, je vous dis